Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Francis Sabourin de Patrimoine Richardson à Montréal, accompagné de Hassan Garfeiri-Aram. Bienvenue à notre revue trimestrielle du troisième trimestre 2025 en ce beau 6 octobre 2025. Hassan, comment les marchés résistent au doute? Bonjour mesdames et messieurs, je suis content d'être ici, content en cette belle journée. Oui, c'était vraiment un trimestre intéressant. Encore une fois, le marché a dépassé les attentes. Tellement de sommets historiques partout dans le monde, surtout sur les marchés américains et européens. Et allons-y, passons à notre première diapositive. La meilleure performance au troisième trimestre a été celle de la Chine. Le marché chinois a grimpé de 20% et c'était grâce à un nouvel afflux d'argent institutionnel provenant du gouvernement et de quasi-gouvernementaux est arrivé sur le marché. Cependant, les fondamentaux de l'économie chinoise restent encore incertains. Nous restons donc préoccupés par la consommation au détail, le PMI, ainsi que le risque politique qui entoure tout cela, notamment pour les secteurs du PIB axés sur l'exportation. Donc, l'économie fondamentale reste encore en question. Par contre, le sentiment et l'esprit animal, grâce à l'argent institutionnel, étaient élevés. Si on regarde du côté du Japon par contre, c'est une autre histoire. Le sentiment et l'économie sont bons. C'est donc fondamental. Si on regarde l'économie japonaise des 40 dernières années, le PIB a cru en moyenne d'environ 40 points de base par an. Mais maintenant, on parle de 3,5%. C'est énorme. On est passé de la stagflation à l'inflation dans l'économie japonaise. C'est pour ça que, depuis 1 an et demi, vous avez du Japon dans votre portefeuille. On est optimiste pour le Japon. Hier soir, quand on parlait, il y a eu une nouvelle hausse sur le marché japonais. Maintenant, on a une nouvelle première ministre, la première femme à ce poste au Japon, qui est très conciliante et qui assouplit aussi la politique budgétaire. Donc, le marché japonais a pris 4% hier soir et le yen a baissé de 1,9% par rapport à l'euro et au dollar américain. Donc, vous avez le Japon et on est content de continuer à garder le Japon dans nos portefeuilles. Comme vous voyez sur ce tableau-là, on ne voit pas le TSX ou la bourse canadienne. On va en parler plus vers la fin de la présentation, qui a eu quand même la meilleure performance year-to-date en termes de croissance totale en 2025. Hassan, en termes des indices de données à haute fréquence, qu'est-ce qui est important de voir aux États-Unis, même s'il n'y a pas de statistiques suite au lockdown qu'on a aux États-Unis, comment on peut voir l'évolution de l'économie? Oui, comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a une fermeture du gouvernement américain, on n'obtient pas beaucoup d'informations. Nous n'avons pas eu l'information vendredi dernier concernant le marché de l'emploi. Cependant, il est très important de suivre les données à haute fréquence. Un des ensembles de données qu'on aime vraiment, c'est le WEI, l'indice économique hebdomadaire. C'est une combinaison de 3 facteurs, les données sur l'emploi, les données sur la production et les dépenses des consommateurs. Les 3 facteurs les plus importants. La ligne orange, c'est ce WEI. Quand le WEI est stable, qu'il ne s'effondre pas, le marché du S&P 500 monte. Et c'est pour ça que les marchés financiers se disent « OK, tout est en ordre ». C'est comme ça que ça marche. Mais quand il baisse de façon régulière, le S&P 500 et le Nasdaq suivent aussi. En ce moment, on ne voit pas de risque particulier à ce niveau. La seule partie préoccupante, qui est un peu plus fragile, c'est l'emploi, le marché du travail. On va passer à la prochaine diapositive pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Oui. Du côté américain, commençons par le côté américain. Aux États-Unis, la plus grande économie du monde, le PIB, production de biens et services dans l'économie, et le marché du travail. Sur le graphique de gauche, les barres montrent le PIB et sa contribution. La consommation est saine. Le bleu pâle est en bonne santé. C'est positif. C'est E dans le vert. Ensuite, vous avez le bloc vert qui représente l'investissement CAPEX, c'est-à-dire l'investissement réel en revenus fixes dans l'économie. C'est surtout lié au centre de données, à toute cette infrastructure d'IA qu'ils sont en train de construire. Et l'énorme E, excédent commercial, c'est E, grâce à Trump E, qu'il y a moins d'importations et plus d'exportations. C'est cette partie-là. Et puis, le rouge, c'est comme l'inventaire. Les entreprises vendent leur inventaire pour lancer un nouveau produit. Donc, ça nous montre que l'économie est solide, d'accord? Et tu vois que la ligne orange est en train de monter. Donc ça, c'est l'économie des États-Unis. Cependant, quand tu regardes le marché du travail, c'est-à-dire le graphique de droite, tu vas voir que la croissance des salaires, le pourcentage de variation annuelle des salaires est à la baisse.
Les employés n'ont plus vraiment de pouvoir de négociation sur les salaires en ce moment. Alors la question, si l'économie va bien, si elle est en croissance, pourquoi le marché de l'emploi ne suit pas? On n'a pas les dernières données de vendredi, mais on a rassemblé des informations vraiment intéressantes. En ce moment, le nombre d'offres d'emploi est au plus bas depuis 7 ans. En ce moment, tu vois que si tu changes d'emploi, tu peux seulement, en moyenne, augmenter ton salaire de 6%. Il y a 2 ans, c'était censé être 7,5%. Et la seule partie de l'économie en feu, c'est la cybersécurité. Si tu es dans la tech, en cybersécurité, c'est bon. Nous avons ajouté partout une des meilleures compagnies de cybersécurité pour l'IA, pour tous les clients. Nous sommes optimistes à ce sujet. Vous le verrez dans vos portefeuilles. C'est l'un des meilleurs, pour la génération IA. Ce n'est pas une nouvelle compagnie sur le marché et on l'aime bien. Donc, le marché de l'emploi aux États-Unis n'est pas très fort, mais l'économie américaine est en bonne posture. Oui. Et du côté canadien, c'est un peu différent. Oui, quand tu t'approches de la frontière, un peu plus au nord, l'histoire est complètement différente. C'est comme si tu retournais la pièce. Regarde encore une fois le graphique en bas. Tu te souviens de la constitution du stock, de l'inventaire, quand on balayait tout l'inventaire des rayons aux États-Unis. Ici, tu accumules l'inventaire parce qu'on est peut-être en mode récession. On n'est pas sûr de l'état de l'économie, donc l'entreprise ne peut pas vendre l'inventaire. Aussi, tu vois, il n'y a pas de bloc vert en 2025. Il n'y a pas de dépenses d'investissement au Canada parce que les entreprises n'investissent pas d'argent. Elles ne savent pas ce que l'avenir réserve, ni quelles seront les taxes à l'importation. Aussi, le commerce net, tu vois, c'est complètement l'inverse pour les États-Unis. Mais ce n'est pas si sombre que ça. Si tu regardes de l'emploi, l'augmentation des salaires sur le marché canadien reste bonne. C'est positif. C'est à peu près pareil qu'aux États-Unis, mais c'est plus volatile. Good. La réaction des consommateurs face à cette incertitude qu'on vit depuis quelques mois, comment elle a été actuellement? Yeah. So, en fin de compte, tout compte fait, c'est quoi le résultat final? Le résultat final, c'est la consommation. Si les États-Unis, si les Américains consomment, l'économie va bien aller. Alors voyons voir, c'est quoi la capacité de consommation? En haut à droite, la ligne orange représente le revenu disponible et la ligne bleue, la consommation. Comme vous voyez, il y a un écart. Cet écart, c'est l'épargne. Quand tu as de l'épargne, tu es correct, donc il n'y a pas de stress ici. Par contre, ça, c'est l'économie. Par contre, le marché financier, c'est tout à propos du delta, du changement, du palun. C'est, le point principal. En bas à droite, vous allez voir le changement de la consommation par rapport au revenu disponible. Quand tu arrives, mettons, en août 2027, complètement à droite, tu vas voir que la ligne bleue est au-dessus de la ligne orange. Ça veut dire que les gens dépensent plus vite qu'ils épargnent. Donc la question, c'est à quel point cette tendance est-elle durable? Si on regarde les données, on voit que le quartile à faible revenu de l'économie américaine est maintenant à moins 5% d'épargne. Par contre, le haut de l'économie, les riches, sont à 25%. Donc, la majorité du gros du travail repose maintenant sur la classe moyenne et plus. Alors, ce qu'on fait dans notre portefeuille pour sécuriser la position, c'est que tu as Dollarama, puis tu as aussi l'autre partie. Comme eux, tu as aussi Amazon. Donc, avec Dollarama, on sécurise le bas et avec l'autre partie de la description, on sécurise le haut. C'est comme ça qu'on joue. Pour répondre à la question que Francis a soulevée, qu'est-ce qui se passe si le PIB est bon mais que l'emploi ne l'est pas? Il y a 3 explications. Personne ne connaît encore la réponse, mais il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que oui, les salaires n'augmentent pas parce que les entreprises coupent du monde à cause de l'IA, de la productivité. C'est la première explication. C'est bon pour la bourse. La deuxième, c'est, tu sais quoi? On est dans un environnement où on n'embauche pas et on ne congédie pas. On est dans un mode attentiste, donc si tu laisses le temps passer, le consommateur va finir par rattraper, il va recommencer à dépenser comme le PIB. Mais le pire scénario, ça serait, même que ce n'est pas soutenable, qu'on va voir un arrêt dans les dépenses. Et ça, ce serait le pire des scénarios. On ne connaît pas la réponse, mais notre portefeuille est positionné pour le pire comme pour le meilleur scénario, donc on est bien placé. Juste pour te donner une idée de ce dont on parlait à propos de la productivité, tu peux voir le graphique de la productivité du travail.
La ligne bleue, c'est les États-Unis, celle du Canada est en vert. La productivité américaine est en légère hausse en ce moment. Ça prend du temps pour que la productivité se matérialise à partir de tous ces investissements en immobilisation. Merci. Du côté des taux d'intérêt, la courbe des taux continue de s'accentuer. Puis comme vous voyez, on en dessine beaucoup de titres financiers dans nos portefeuilles en général, ce qui a été très bon à date cette année. Oui, si vous vous souvenez, au début de 2025, après l'élection de Trump aussi, on a souligné que le secteur financier allait bien performer et on est optimiste pour les financières. Et vous avez des titres financiers dans vos placements. Ce sont les titres que vous détenez dans votre portefeuille. Donc, le graphique que vous voyez, on l'appelle la courbe des taux. Quand la courbe des taux est pentue, les financières font plus d'argent. Quand elle est plate, c'est plus difficile pour elles. La ligne verte, c'est maintenant. La bleue, il y a un an. Comme vous voyez, les lignes sont plus basses en général et un peu plus pentues. Plus bas, ça veut dire que le coût du capital est moins élevé. C'est bon pour le marché. Plus pentu, les financières. Le marché monte, les financières. Voyons voir. Par exemple, Goldman Sachs est en hausse de 12%. Goldman Sachs profite non seulement de la courbe de rendement plus pentue, mais aussi des énormes introductions en bourse, de cette effervescence sur le marché des fusions et acquisitions. On vit un des meilleurs moments de l'histoire pour les fusions et acquisitions, jamais vu. Regardez Citibank, 15%, parce que c'est le département du Trésor international des entreprises, d'accord? C'est tout, ou Bank of America. On est très optimiste pour Bank of America pour le prochain trimestre, en fait, ou même pour la Banque de Nouvelle-Écosse. Le chien devient bien meilleur et négocier une catégorie alternative à cause des inquiétudes concernant le RPI. Tu veux en parler? On a remplacé un de nos fonds en gestion de crédit par un autre fonds qui est plus flexible, plus petit comme fonds, mais géré par un gestionnaire d'expérience, qui va nous permettre de profiter justement de la fluctuation des taux d'intérêt, de profiter de la hausse des taux ou de la baisse des taux, sans pour autant prendre des risques extrêmes, parce que vu que les taux d'intérêt sont relativement bas, ça prend quand même une diversification pour comprendre que notre portefeuille, comme on l'a déjà expliqué, c'est plus un tricycle. Et puis la troisième roue, c'est le côté non traditionnel, liquide, pour nous permettre de profiter de la fluctuation des taux d'intérêt. Et puis RPI a été ajouté en septembre, si ma mémoire est bonne. Et puis Adam nous a donné un rendement décent parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas trop de fluctuations sans pour autant prendre de risques inutiles ou manquer trop de rendement. Puis dans le passé, ça nous a démontré qu'on avait quand même des rendements positifs de qualité versus du revenu fixe traditionnel, tout en étant du revenu fixe, mais côté plus alternatif. Good. Ensuite, où en sommes-nous actuellement? Boom ou bulle, selon toi? C'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est une question à 1 ou 2 000 milliards de dollars. Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça. D'accord. Donc, où en est-on? Oui, le marché n'est pas bon marché. Regardez l'histoire. Regardez la différence entre les marchés géographiques. Regardez, à gauche, le graphique. Le bleu, c'est le marché américain. Ensuite, vous avez VOR, puis les marchés développés en vert et les marchés émergents tout en bas. Donc ça, c'est le ratio cours-bénéfice PE. Les États-Unis sont plus chers que les autres, mais ce n'est pas le sommet, c'est quand même cher. La question, c'est est-ce justifié que les États-Unis soient chers? Ont-ils ce privilège? Oui. Regardez le nuage de points à droite. Vous verrez que la volatilité de la croissance des bénéfices pour les États-Unis est faible et c'est pour ça qu'ils peuvent avoir un PE élevé. C'est très important. Ils sont liquides et moins volatiles. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus prévisibles. C'est une des raisons. Si on passe au graphique suivant, voici la définition de ce qui se passe en ce moment par rapport à l'an 2000. Vous avez les PE historiques, le prix par rapport aux bénéfices des 12 derniers mois. On a le PE anticipé, le prix par rapport aux bénéfices attendus, basé sur les prévisions. Microsoft se négocie à un multiple de 38. C'était 51. Par exemple, Intel était à 41, Cisco à 100, Dell à 57 au sommet de la bulle des dot-com. On n'est pas à ces niveaux de valorisation en ce moment. La seule chose qu'on ne détient pas, mais la seule chose qui pourrait soulever des questions, c'est quelque chose comme Tesla à 200. Quand on parle de ces entreprises,
Elle génère du flux de trésorerie. Une chose change, c'est le concept de CAPEX. En ce moment, 25% des revenus de ces entreprises vont dans le CAPEX. C'est énorme. Pour te donner une idée, dans le secteur automobile, une industrie très lourde, c'est 5%. Dans le pétrole et l'énergie, c'est 8%. Tu veux choisir des entreprises où le CAPEX est financé par la croissance des revenus et un flux de trésorerie durable important. Certaines entreprises cherchent du financement privé. Elles utilisent le marché du crédit pour soutenir les investissements en CAPEX. C'est un risque sur le marché. Les entreprises dans lesquelles nous avons investi, aucun CAPEX ne provient de la dette privée. Tout vient de la croissance organique durable. C'est élevé, mais ça vient du flux de trésorerie organique. C'est très important à prendre en compte. Merci. L'or, comme vous savez, au début, on n'a pas parlé du marché canadien parce que c'est un marché un peu unique en son genre, en son style. Et puis l'or a eu un impact très majeur sur le TSX à date cette année, dont le TSX au 30 septembre, le rendement pour l'année est aux alentours de 24 %, donc plus de la moitié vient du secteur orifère. Nous en détenons de l'orifère dans nos portefeuilles avec Barrick Gold, qui a très bien fait, doublé cette année. On a plus que doublé notre investissement dans Barrick Gold, sauf que ce n'est pas notre style de gestion. C'est un style plus cyclique, c'est un secteur très cyclique. Puis c'est comme une année ou 10 ans qu'on fait de l'argent dans les orifères. Puis là, on l'a eu. Là. Ça se pourrait qu'on diminue notre position. Saint-Cassandre, qu'en penses-tu du niveau de l'or et puis tout ce qui se passe avec les orifères, entre autres au Canada, un phénomène quand même canadien? Absolument. Alors, ce morceau de matière jaune éclatante a vraiment connu une belle lancée au dernier trimestre et depuis le début de l'année, il est en hausse de 48%. Donc, les raisons pour lesquelles l'or est en demande en ce moment sont très différentes. Il y a vraiment une grande variété de motifs. Le plus important, c'est l'assouplissement des politiques. Peu importe ce que vous voyez sur les marchés développés, que ce soit fiscal ou monétaire, soit ils baissent les taux, soit le gouvernement dépense de l'argent. Donc, c'est le fait principal à retenir. Le seul pays développé où l'on s'attendait à une politique monétaire plus stricte, c'était le Japon, mais depuis hier soir, on n'est plus sûr de ce qui va se passer. On s'attendait à ce qu'ils augmentent le taux dans 2 semaines. Maintenant, c'est remis en question. C'est une des raisons. Le dollar réel, comme vous le voyez sur le graphique, en bas à droite, l'orange représente l'or et les 2 autres lignes représentent la valeur du dollar. Comme vous pouvez le voir, quand le dollar baisse, l'or monte. C'est moins cher d'acheter de l'or en dollars américains. Il y a une rotation ou diversification des actifs. Les banques centrales achètent de l'or, les fonds de pension achètent de l'or. Un sondage de Morgan Stanley montre que 2% des fonds ajoutent de l'or à leur portefeuille, soit 2% à leur position en or. Donc, c'est très important. Aussi, le problème politique est un phénomène qu'on a connu dans les 2 dernières années. Donc, j'ai noté ici l'indépendance de la Réserve fédérale, mais on pourrait dire que ça s'applique à toutes les banques centrales en ce moment. L'or est demandé. Et puis, pour un peu résumer ce que j'ai dit tantôt, le TSX a surperformé le S&P 500 et le Nasdaq et était la bourse la plus performante au monde, en devise constante ou en devise locale au 30 septembre. Yes. Principalement à cause de l'or. Quand on regarde l'or et la performance sur le marché boursier, mettons en chiffres. C'est très intéressant. L'or lui-même a augmenté de 16% et les sociétés minières d'or étaient à 45%. Un effet de levier opérationnel. Et si on regarde le secteur des matériaux au Canada, il est en hausse d'environ 40%, 78%. La portion des matériaux au Canada est tellement orientée vers l'or. Les petites capitalisations canadiennes ont augmenté de 22%, contre 10% pour les américaines. Ce sont les sociétés minières juniors sur le marché canadien. Comme Francis l'a mentionné, ce n'est pas notre style de parier sur la tendance cyclique, mais on a clairement saisi l'occasion. On l'a fait via Barrick, mais ce n'est pas notre style. Si je veux expliquer pourquoi, vous pouvez voir sur le graphique, en bas à gauche, c'est la différence de structure au marché canadien. Donc, la ligne du haut,
c'est le rendement du dividende du TSX. Ensuite, vous avez le rendement du dividende des marchés développés et puis le rendement du dividende du S&P 500. Le rendement du dividende, ça veut dire combien du profit il distribue. Quand une entreprise ou le marché distribue plus, ça veut dire qu'il y a moins d'opportunités d'investissement ou de réinvestissement. Ça veut dire qu'il y a moins de probabilités de croissance à l'avenir. Notre thème d'investissement, c'est la croissance durable pour la création de richesses. C'est ça qu'on est penché vers les actions S&P 500. Elles offrent rendement dividende à prix bas. Elles réinvestissent. Si vous regardez le dernier graphique, petite capitalisation canadienne vs grande capitalisation canadienne, vous verrez une légère hausse. C'est tous les juniors, dur de battre le TSX. Parce que le TSX valait de l'or, pas seulement des mineurs d'or, mais aussi des mineurs juniors. Et comme je disais, c'est sûr que peut-être je me répète, mais 24 du rendement du TSX, la moitié venait des titres aurifères. Ce qui n'est vraiment pas notre cas. Nous, on ne se tient pas dans les titres cycliques comme le pétrole et les matières premières, mais c'est un phénomène purement canadien. C'est correct. C'est pas la première fois qu'on voit ça, puis ça ne nous arrive pas, parce que depuis 17 ans, presque, on gère à discrétionnaire. On a vu d'autres comme ça, surtout dans l'énergie. Et puis, comme je disais, c'était un trimestre exceptionnel pour les aurifères. L'or a bien été, mais les aurifères encore plus, puis surtout dans les aurifères à petite capitalisation qui sont plus risqués parce qu'ils peuvent baisser plus rapidement. C'est pour ça que nous, ça complète pas mal notre revue du troisième trimestre 2025. Si vous voulez avoir une copie de la présentation, vous pouvez me contacter, Hossein, Jean-Marc, Michael, Christopher ou Stéphane. Et puis au cours des prochains jours, ou prochaines semaines, plutôt, vous allez avoir votre rapport de performance. Je ne vous pas de lâcher un petit coup de fil, puis voir qu'est-ce qui se passe. Mais comme on vous a dit, le message est qu'on a été un peu dans les milieux, dans le secteur un peu plus performant cette année, mais on n'y a pas été à pleine puissance parce que ce n'est pas notre style, puis on est toujours conscient que c'est très cyclique, ces secteurs-là, puis on les évite. C'est qu'on est peut-être un peu boring ou un peu ennuyant au Dollarama de ce monde et ainsi de suite, mais on va être là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous générer des rendements. On vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup.